2019, la FACSA Santé propose un programme de santé d'intérêt général, 8 mois vers le bien-être. Un programme que vous pourrez suivre sur le YouTube de Radio Vie Meilleure et sur sa fréquence 93.3. Également sur le YouTube de la FACSA Santé et sur Zoom au 214 765 57 90. Passe Santé en minuscule. 8 mois vers le bien-être, un programme animé par les professionnels de santé. Profitez donc au maximum pour améliorer votre bien-être et expérimenter des pratiques de mode de vie sain. 8 mois vers le bien-être, un programme à suivre du 14 novembre 2021 au 26 juin 2022, chaque dimanche soir de 18h à 19h sur le YouTube de Radio Vie Meilleure et sa fréquence 93.3, sur le YouTube de la FACSA et sur Zoom au 214 765 57 90. Le Pass Santé. 8 mois vers le bien-être, un programme conçu pour votre santé, qu'on se le dise. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau mois des 8 mois vers le bien-être. Nous avons laissé le 6e mois où nous avions parlé du lien corps-esprit. Et la dernière fois, nous avions terminé ce lien corps-esprit avec l'importance du pardon. Et là, et ça va répondre à de nombreuses questions que vous vous êtes posées plusieurs fois pendant ces 8 mois vers le bien-être. Nous allons voir pendant ce 7e mois comment faire face au stress. Alors, bienvenue à tous ceux qui nous écoutez, soit à la maison, soit dans vos sections locales ou en groupe. Et je vous rappelle que nous avons les livrets qui sont à votre disposition à la Maison Santé et Vie ou à la Fédération, à la FACSA sur le monde de Boissard et que nous attendons, voilà, l'adresse apparaît, Maison Santé et Vie, 88 résidence Ernestine Webb à Pointe-à-Pitre. Et donc, il y a encore des exemplaires, bien que nous arrivons, le 7e mois, il ne reste plus que 2 mois, le 7e et le 8e, mais ce livret peut être quelque chose d'important. Même si vous commencez avec nous ce soir, nous vous invitons à essayer d'obtenir ce livret qui va vous aider et qui va vous rappeler un certain nombre de choses que nous avons vues ensemble. Je veux remercier Moïse Valsi, notre psychologue que vous avez eu la fois dernière avec M. Navré et moi. Et donc, c'est Moïse Valsi qui est le coordonnateur de ce 7e mois. Et je veux lui laisser la parole car c'est lui qui va vous présenter l'équipe de psychologues avec lesquels nous allons travailler ensemble durant ce 7e mois. Bonsoir à toi, Moïse, et je te laisse la suite de la présentation. Bonsoir Ali, bonsoir chers amis, chers internautes, amis de la Radio Vie Meilleure, du YouTube, ceux qui sont auprès comme au loin. Bonsoir à vous, merci d'être là. Nous entrons dans ce 7e mois des 8 mois vers le bien-être et l'ensemble des psychologues, un certain nombre de psychologues ont accepté le challenge. Alors, il a été déconnecté. Oui. Alors, pendant qu'il se reconnecte, le sujet plus particulièrement ce soir, c'est le stress. Est-ce un mal nécessaire? Et donc, nous allons voir qu'il y a… Voilà. Ah, tu es revenu, Moïse? Oui, je suis revenu. Comme je disais, effectivement, désolé pour la coupure, que pendant ce mois, nous allons parler de la gestion du stress et ce soir avec M. Rudy Stralka, nous allons parler du stress comme étant, point d'interrogation, est-ce un mal nécessaire? Qu'est-ce que le stress? Mais quel type de mal? Est-ce que c'est un mal? Est-ce que c'est nécessaire ou pas?
la semaine prochaine, dimanche prochain, nous serons avec Madame Nick Souprémanien. Le dimanche d'après, avec Marie-Laure Stralka. Le 4e dimanche, ce sera avec Laura Racon. Et le dernier dimanche du mois, le 5e dimanche, avec Danitza Grandisson. Au fur et à mesure de nos avancées, vous aurez les différents titres. Mais sachez que nous sommes surtout là pour répondre à vos questions. Bien sûr, il y aura des présentations, mais surtout pour répondre à vos questions, parce que c'est vrai que le stress, c'est un fléau qui fait beaucoup de ravages et qui met à mal, malheureusement, même les personnes qui sont chrétiennes et qui sont censées être en paix, tranquilles, posées. On l'a vu pendant le mois dernier. Donc, je laisse la parole à Rudy Stralka qui va vous présenter cette thématique. Le stress, est-ce un mal nécessaire? Bien, merci, Moïse. Bien, écoutez, je crois que le thème est bien choisi parce qu'en fait, on vit dans une société qui est mal de stress, hein, et c'est souvent que les gens se plaignent d'être stressés. Le rythme de la vie aujourd'hui, c'est vrai, est assez rapide et on doit faire face à des situations, bien qu'on peut vivre des fois très mal. Ça peut donc générer un stress qui ne soit pas de nature à nous faire du bien. Alors, c'est vrai qu'on subit, c'est vrai, des pressions de part et d'autre, mais on sait que les pressions que nous subissons, bien, elles ne disparaîtront pas. Et elles font partie de notre vie quotidienne. Elles sont dites normales. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que nous apprenions à gérer notre stress. Et pour y parvenir, il faut comprendre d'où vient le stress, quels facteurs le provoquent et quels mécanismes l'engendrent. Le stress, pour le définir, est un ensemble de réponses produites par l'organisme lorsqu'il rencontre une situation qui lui demande un effort d'adaptation. Donc, en fait, ça va être une réponse que l'organisme va faire par rapport à des situations qui se présentent, d'accord? Et ces situations-là vont demander à l'individu, voilà, un effort d'adaptation. Alors, pour parler de stress, il y a plusieurs ingrédients. Alors, on va noter, premièrement, une situation comportant de la pression, c'est-à-dire que c'est une situation qui n'est pas une situation ordinaire, mais qui va quand même demander un effort, comme on le verra tout à l'heure, qui va nous demander des fois de sortir de notre zone de confort. Dans un deuxième temps, cette pression-là, eh bien, elle va durer pendant un certain temps, donc sur une période prolongée, parce qu'effectivement, nous avons des situations assez qui provoquent effectivement une forme de pression, mais que nous arrivons à gérer rapidement et poursuivre notre course. Alors là, on va dire que bon, on s'adapte et les réponses que nous portons vont être adéquates et on passe tranquillement. Mais là où c'est difficile, c'est quand la pression, elle est prolongée et à ce moment-là, la réponse, la façon de réagir à cette situation peut être à ce moment-là inadéquate. Et c'est là que c'est difficile. Alors, de nombreuses situations ou événements de la vie peuvent être à l'origine du stress. Le stress peut se produire dans la sphère professionnelle à la suite d'une pression de la direction du professionnel, dans la sphère privée suite à des difficultés familiales, ou bien tout simplement dans la vie de tous les jours lorsqu'un événement imprévu vient menacer votre équilibre. Le stress se produit souvent lorsque nous réalisons quelque chose de nouveau, d'inattendu, lorsque nous sommes plus, comme je disais tout à l'heure, dans notre zone de confort. Et alors, il peut se déclencher également lorsque nous avons le sentiment de ne plus avoir le contrôle de la situation. Donc là, nous avons l'impression effectivement d'être en difficulté et là, nous avons perdu le contrôle. Alors,
on différencie parfois deux formes de stress, le bon et le mauvais. Donc, on va voir rapidement où on en est. On en est effectivement. Alors, d'un côté, on va noter donc le bon stress. Alors, on place la motivation, le désir de réussir, ainsi que les réactions positives qui surviennent lors de la rencontre d'une situation stimulante. Surprise, intérêt, plus grande créativité, dépassement de soi et persévérance, pour ne pas nommer celle-ci. Et de l'autre côté, nous avons le mauvais stress, où il y a de l'angoisse, la peur d'échouer, et cette panoplie de réactions qui viennent rendre des situations difficiles, encore plus difficiles, vont déclencher des maux de tête, maux d'estomac, des pensées sombres, une déstabilité, des difficultés à se concentrer. Et alors, souvent, vous savez, il y a des gens qui vous disent je suis efficace sous stress. C'est-à-dire qu'on va par exemple, on prend l'exemple d'un étudiant qui va passer 3 mois avant les premiers examens, il ne va pas trop réviser, mais 1 mois avant, la pression va monter par rapport à l'approche donc, des examens. Et alors, son système de fonctionner va changer. Il y a donc l'alarme qui se met en place, la date, par exemple, du 30 mai comme étant une date fatidique, et il va commencer à se dire, là, il va falloir que je fasse quelque chose, j'ai plus que moi à m'y mettre pour travailler. Et le jeune qui, jusque-là, tous les soirs, eh bien, à 9 heures, il était couché, et il n'arrivait pas à travailler plus tard que 21 heures, eh bien, à ce moment-là, il peut travailler jusqu'à minuit, 1 heure du matin, sans vouloir dormir, chose qu'il ne pouvait pas faire avant, puisque s'il voulait rester éveillé jusqu'à 1 heure du matin, il lui fallait absolument prendre quelque chose pour rester en éveil. Maintenant, la situation dans laquelle il se trouve, à 1 mois des examens, eh bien, plus besoin de substances pour pouvoir rester éveillé. Systématiquement, son système donc va résister. Il va donc rester en éveil jusqu'à 1 heure du matin à travailler, à bûcher, d'accord, jusqu'à la période donc des examens. Alors, il va dire que je suis efficace sous stress, c'est-à-dire que la date de l'examen venant avec la pression, eh bien, il arrive à se dépasser et arrive à effectivement faire des choses qu'il ne fait pas en temps normal. Alors, en fait, il en vient qu'à nous donc de choisir comment on réagit face aux événements qui événements qui arrivent, en fait. Et les uns et les autres réagissent en fonction donc d'eux-mêmes. Alors, le stress donc est une réaction qu'on va dire être normale, parce que c'est une réaction de l'organisme. Il est présent lorsque l'on mobilise ses ressources afin de mieux performer. C'est un petit peu ce jeune-là qui va mobiliser toutes ses ressources pour pouvoir faire des choses qu'il ne faisait pas avant, ce lui permettant d'avoir un temps disponible pour pouvoir réviser. Alors toutefois, on l'associe avant tout à ces moments où l'on se sent dépassé par les événements et que notre capacité à ce moment-là d'adaptation est mise à l'épreuve. C'est quand effectivement j'ai tout mis en place, j'ai tout fait, j'ai mobilisé l'énergie, mobilisé les ressources dont je disposais, eh bien là, je suis dépassé par les événements. Alors, pour gérer efficacement son stress, eh bien, 2 étapes préalables s'imposent. C'est reconnaître les signaux envoyés par l'organisme. Et deuxièmement, il est important d'identifier les agents stressants qui les provoquent. Alors, quelle pression engendre le stress? Les pressions psychiques nécessaires pour engendrer le stress est une réaction psychophysiologique devant une urgence. 3 genres de causes peuvent provoquer cette réaction d'urgence. Les changements rapides, positifs ou négatifs, les menaces ou les dangers que nous rencontrons, objectivement ou fondés ou non, et notre impression, justifiée ou non, d'avoir
à réagir rapidement à la situation. Il faut réagir. Alors, il faut réagir parce que le danger devient permanent, toujours imminent, mais jamais terminé. Il conduit plus facilement au stress qu'on dit être le stress chronique, d'accord? Toute la pression vient de l'appréhension et de l'anticipation. Alors, cette situation, elle, effectivement, qui me met la pression, d'accord, se reproduit et encore, et encore, et encore. Cette petite phrase que j'ai tous les matins de mon boss, qui est relative à mon rendement, c'est ce voisin-là qui a décidé de passer la débroussailleuse le matin à 8 heures, tous les dimanches, des situations qui se reproduisent et là, j'ai du mal à faire face. Alors, le stress peut être dangereux pour votre santé. Alors, il faut faire un choix de stratégie. Ou on va fuir, ou on va combattre. Alors, fuir dans la sphère négative, ça va être donc négation, prétendre que tout va bien, on fait comme si de rien n'était, ou alors prendre quelques médicaments, quelques somnifères, tranquillisants, aspirine, grignotage, boulimique. On va donc adopter une attitude de paresse, se coucher tard, faire la grasse matinée, on va gaspiller le temps, on va adopter une forme de passivité, remettre les choses à plus tard, pas les choses dans les temps, s'inquiéter, imaginer toujours le pire. On va s'apitoyer sur ses émotions et des fois des émotions qui nous contrôlent. Là, nous sommes dans la fuite. Ou alors, de notre côté, plus positif, nous allons combattre. Et là, on va assumer donc la responsabilité, le reste de le contrôle. On va fixer des priorités parce qu'effectivement, on ne peut pas tout faire. Donc là, il va falloir fixer des priorités, déléguer ce que l'on peut déléguer pour pouvoir se soulager, limiter aussi les exigences et aussi savoir dire non, je connais mes limites et je sais jusqu'où je peux aller et dire non et capable de le faire. Prendre une chose à la fois. Des fois, on veut faire plein de choses, mais des fois, il est nécessaire de faire un choix. Équilibrer le stress par la relaxation, ça, c'est une très bonne chose et une de mes consoeurs va s'en charger de travailler ça avec vous. Prendre soin de sa santé, user de repos, d'exercice physique, d'avoir des repas réguliers, renforcer son système de soutien et exercer une spiritualité positive. Là, c'est toutes les armes que nous allons prendre pour pouvoir combattre. Donc, le stress, c'est faire face de façon positive. Rapidement, le mécanisme du stress. Alors, le docteur Hans Selye définit le stress comme étant l'ensemble des mécanismes physiologiques qui permettent de stabiliser les fonctions vitales de l'organisme, une forme d'homéostasie, donc maintenir donc un certain équilibre. Lorsque l'intensité de l'agression dépasse les possibilités de l'adaptation, il peut se produire alors une paralysie complète, une inhibition totale qui traduise la carence, quelque part, des moyens ou les capacités psychiques ou bien une agitation extrême due à la sécrétion d'hormones, on dit l'adrénaline par exemple, dont la présence ne sert plus à mobiliser les réserves énergétiques. Là, nous allons aller jusqu'à l'épuisement. Alors, on a parlé tout à l'heure de reconnaître les signaux de stress. Les signaux de stress physique, eh bien, on va retrouver dans les signaux des maux de tête, une transpiration accrue, des efforts physiques, une transformation, ah oui, c'est ça, sans effort physique. Donc, on ne fait aucun effort, mais on transpire. Vous savez que ça ne va pas. Alors, gorge ou bouche sèche, des troubles sensoriels, vue ou ouïe, fatigue générale, on est fatigué, un épuisement rapide, ou alors tout simplement un trouble du sommeil. On continue donc avec des troubles gastriques,
problèmes de digestion, problèmes respiratoires, le pouls rapide, des palpitations, frein au cœur, des problèmes cardiovasculaires, des vertiges, des troubles circulatoires, des mains ou les pieds froids, des troubles sexuels, l'augmentation générale des problèmes de santé et des maladies de tout type. Là, nous avons aussi des signaux de stress psychique et émotionnel, l'insatisfaction générale, la nervosité, forme d'irritation, l'impatience, la susceptibilité accrue, la colère, l'agressivité, le pessimisme, l'abattement, l'état dépressif, le sentiment d'être des fois trop sollicité, le manque de confiance en soi, le sentiment de détresse. Là, nous aurons encore dans la suite des signaux psychologiques. On a parlé donc de manque de concentration, des pensées un peu dispersées, on a des trous de mémoire, une forme d'indécision, une perspective limitée à court terme, manque de planification à long terme, difficulté à accepter donc la nouveauté. Les signaux donc de stress. Alors, la partie entreprise, on passe dessus. On peut passer sur cette diapo. Alors, je suis passé dessus parce que j'ai eu une consoeur qui va beaucoup parler du stress, du burn-out. Donc, elle parlera du stress au travail. Donc, je lui laisse l'occasion de le présenter. Alors, outre les signaux de stress mentionnés, le stress chronique peut engendrer aussi des maladies graves, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, le diabète, les troubles musculo-squelettiques, les dépressions ou les angoisses maladives. Alors, on va rapidement revoir ensemble pour terminer. C'est place aux questions. Alors, c'est vrai que le stress, il peut venir de l'intérieur. Stress et stresseur. On continue. Voilà, les pressions, elles peuvent venir de l'extérieur, mais la réponse que l'on va donner à ces pressions, eh bien, elle vient toujours de l'intérieur, de nous qui sommes en face. Donc, c'est notre réponse au stresseur qui va donc faire la différence. Est-ce que la réponse que nous allons donner est adaptée? Est-ce que nous faisons face à cette pression? Le fait qu'elle soit répétée, est-ce que nous arrivons effectivement à anticiper? Nous avons déjà perçu quel est le stresseur à travers donc, cette pression qui nous est mise. Est-ce que nous avons donc les moyens de pouvoir gérer ce stresseur-là? Et voilà, quelle pression? Quels sont vos stresseurs? Alors, on va passer en revue quelques-uns rapidement. Ça peut être donc les échéances qui tombent chaque mois, qui donnent des fois des réflexions. Ça peut être aussi, donc, il y a le feu, il y a des situations, et là, il faut faire quelque chose, il faut faire vite. Ou alors, tout simplement, l'endettement. On s'est mis dans une situation difficile, il laisse à réfléchir, donne des soucis. Le surmenage, tout simplement. J'en arrive à un stade où j'en peux plus. J'ai trop fait, je n'ai pas géré la situation, je n'ai pas su mesurer bien mes capacités, savoir à quel moment m'arrêter. Ça peut être aussi donc, une maladie qui effectivement auquel je dois faire face. Comment est-ce que je vais gérer cela? Est-ce qu'effectivement, ce qu'on m'a expliqué, tout ce qu'on m'a dit par rapport à cette maladie, eh bien, ne me submerge pas, mais au contraire, j'arrive avec l'aide de mon accompagnant, mon médecin, de faire face et d'aller vers la guérison. Voilà, tout simplement de gérer un décès. C'est tous les jours que nous avons à faire face à des situations comme cela et comment est-ce que nous avons faire face à la perte d'un proche. Les dépressions donc, qui viennent de l'environnement, hein, liées à l'environnement, la pollution par exemple. En fait, on a compris que
il y a beaucoup d'événements qui sont des événements extérieurs qui vont venir vers nous, qui vont nous obliger à fournir une réponse. Et nous serons obligés de pouvoir effectivement résister et porter une réponse qu'elle soit adéquate. Sinon, nous allons vers une perte de contrôle, un manque de contrôle, et là, passer donc en épuisement. Et nous devons faire face à ce moment-là à un stress chronique et qui va produire effectivement des effets sur notre santé. Écoutez, je vais m'arrêter là pour laisser la place aux questions. Merci donc, Awidi. Maintenant, c'est le moment vous est accordé, chers amis, de poser vos questions. Vous avez la possibilité de poser des questions sur le chat, sur le YouTube aussi. Vous avez la possibilité en direct sur aussi la plateforme de discussion. Vous pouvez poser vos questions. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur le chat? Patricia, pas encore. Voilà, je vois Patricia attend les questions. Mais moi, j'aurais une question en attendant. Parce que, comme Woody, tu parlais de l'appréhension et de l'anticipation. Et normalement, c'est quelque chose qu'on fait, dont on a besoin d'anticiper sur les choses, quelque part, de prévoir, de se projeter. Comment justement se sortir de la pression, de l'appréhension et aussi de l'anticipation? Parce que peut-être, ce que j'ai compris, c'est que le fait d'anticiper à outrance, ça peut générer effectivement un stress trop important. Alors, deux choses. On va faire la différence entre une situation ou une pression qui est occasionnelle. Je vais faire face, d'accord? Je vais arriver à dépasser cette chose-là et ça va être, on va dire, un stress qui n'est pas invalidant. Mais d'un autre côté, nous avons la pression qui va être chronique, c'est-à-dire que l'événement va se reproduire et c'est là que je vais avoir je gagne à être vigilant, d'accord? À être vigilant et ne pas me laisser submerger par ce fait-là qui va tendre à me remettre en cause, comme j'ai dit, me sortir de ma zone de confort, qui va m'emmener jusqu'à perdre confiance en moi, d'accord? Et aller jusqu'à un manque d'estime. C'est-à-dire que souvent, on est dans des situations où les gens, dans leur façon de réagir avec nous mettent dans des situations où, eh bien, on peut être amené à se dire, mais est-ce que je suis capable de? Est-ce que j'ai bien fait? À me poser des questions sur moi, alors qu'en fait, il n'en est rien en réalité. L'autre, il fait des propositions, il crée des situations, mais je gagne à savoir qui je suis, qu'est-ce que je suis capable de faire, jusqu'où je peux aller, d'accord? Donc, c'est effectivement en savoir plus par rapport à moi, à ma capacité à faire, et comme dit tout à l'heure, savoir dire non quand il faut, dire moi, je m'arrête là, je ne peux pas aller plus loin, j'ai des limites, reconnaître mes limites et dire à l'autre, voilà, bien, voilà, c'est ainsi. Donc, c'est un petit peu, si je suis clair avec moi-même et je connais mes limites, je sais de quoi je suis capable, je connais mes compétences, je suis mieux à même de porter une réponse adéquate. Mais non me fourvoyer dans des situations où je ne donne pas le change, puisque je me suis embarqué dans quelque chose dont je n'ai pas les moyens, je n'ai pas la capacité. Au lieu de dire non, eh bien, je me suis engagé et là, je suis vraiment en difficulté à me faire critiquer par les autres. Je me suis engagé, du coup, moi-même,
j'ai une forme de mal-être qui se développe en moi du fait que je n'arrive pas à réaliser, à faire face donc à une situation voilà, qui m'est proposée. OK. En fait, ça veut dire que quelque part, c'est la chronicité, le fait de la répétition de la situation, de la pression que la situation va exercer, que je la laisse en fait finalement exercer sur moi, qui va faire qu'elle va être stressante, invalidante, perturbante, jusqu'à finalement mettre à mal ma santé. Tout à fait, tout à fait. La répétition d'un événement qui, effectivement, qui est pas anodin, hein, qui me demande quand même une énergie pour pouvoir agir, pour pouvoir réagir. Mais quand ça se répète, eh bien, c'est là que je dois garder les yeux ouverts, rester en alerte pour ne pas me faire bouffer. Ouais. Donc, mais ça demande une certaine volonté, ou une certaine volonté de pouvoir, quand tu disais dire non, Ah oui, là, je m'arrête parce que finalement, je dis oui, mais plus je dis oui, plus je suis en difficulté. mais oui, parce qu'en fait, il faut que je place vraiment en combattant. C'est-à-dire que là, je ne vais pas me laisser faire par des situations, par des gens, par des pressions qui s'imposent à moi, mais je prends le pas, je prends le part de combattre et de ne pas prendre la fuite, mais de rester et de faire face. Ouais. OK. Merci. Il y a une question sur le chat. Je pense que c'est une mère ou un père qui dit que mon enfant est perturbé, il se drogue. Comment puis-je faire pour l'aider? Donc, ce n'est pas le sujet de la drogue, de la consommation de drogue, mais comment l'aider parce que cela m'empêche de vivre. J'ai perdu le sommeil. Donc, un parent qui est perturbé par ce que vit son enfant. Alors, moi dans des situations, je préconise toujours le dialogue, communiquer, parler avec. Le fait de savoir que son enfant se drogue, c'est vrai que ça crée un sentiment qui est difficile à vivre, une forme d'angoisse. Et ça crée aussi l'idée de l'échec de soi-même par rapport à une éducation qu'on a donnée et qui nous amène à faire une introspection par rapport à soi-même en tant que parent, ce qu'on a donné et ce qu'on a récolté. On se pose là comme étant responsable de la situation. Mais je crois que c'est important de pouvoir être en forme, être debout pour pouvoir accompagner mon fils, ma fille, discuter avec elle, savoir qu'est-ce qu'elle veut faire. Est-ce que cette situation-là, est-ce qu'elle est dans une lune de miel? Est-ce qu'elle prend vraiment plaisir à cela? Est-ce qu'il y a une ambivalence qui ferait qu'elle prend du plaisir, mais en même temps, elle est consciente qu'il y a quelque chose à faire, mais qu'elle n'est pas en phase pour pouvoir changer? Alors, là, c'est aussi pour le parent, s'il est vraiment dépassé, de se faire accompagner par des professionnels sans voir même son proche, l'enfant ou la fille, mais accompagner le parent à travers sa façon d'agir, de réagir, parce qu'il y a des parents qui disent « tu me laisses ça en highly ». En fait, ils en viennent des fois à confondre la drogue et le jeûne, et du coup, ils font un mélange qui font qu'ils vont développer un sentiment négatif par rapport à leurs proches, ce qui n'est pas une bonne chose. Mais je pense que ça nécessite effectivement un accompagnement du parent de façon à ce qu'il garde une image positive de son enfant et lui donne de l'amour et l'affection. Oui, effectivement. Maintenant, ce que je rajouterais, si je peux, par rapport à ce que tu disais, Woody, c'est aussi le fait que très souvent, en tant que parent, on a tendance, et le parent là le dit, hein, en fait, la situation de son enfant l'empêche de dormir. Chose quelque part normale. Mais si moi, en tant que parent, je suis perdu et je deviens finalement dépressif à partir de la problématique de mon enfant, en fait, là, je suis out pour l'aide. Je ne peux plus l'aider parce que c'est comme si son problème devient mon problème au point de me mettre moi-même en difficulté. Peut-être que, comme tu disais,
besoin d'être aidé, besoin de se faire, d'être accompagné pour pouvoir mieux gérer différemment cette réalité qui n'est pas la sienne. En tant que parent, ce n'est pas la réalité de la difficulté que vit mon enfant, ce n'est pas la mienne. C'est difficile à entendre très souvent, mais les parents, nous avons tendance à penser que c'est notre problème et que on doit le porter. Maintenant, c'est bien de partager les difficultés, d'aider, de faire avec, mais pas faire pour. Très souvent, lorsqu'on a un enfant aussi adulte, faire pour n'aide pas cet enfant-là, bien au contraire, ça le maintient dans une espèce de dépendance et qui ne l'aidera pas à justement faire les bons choix et à ne plus recommencer, en tout cas à sortir de la situation génératrice de stress, génératrice de mal-être qu'il vit. Donc, peut-être aussi se repositionner par rapport à cette problématique afin que le stress ne puisse pas gagner jusqu'à générer de l'anxiété, de l'angoisse, du manque de sommeil, comme un peu c'est le cas de madame. On n'a pas trop de questions pour l'instant. Je ne sais pas si parmi nos amis là sur le Zoom, il y a des questions. S'il y a une question, on la prend. Mais je voulais aussi demander à Rudy, parce qu'on avait parlé d'un test qui pourrait être soumis, sauf s'il y a une question, on pourrait soumettre ce test, simplement en parler aux personnes pour qu'elles puissent aussi évaluer leur stress. Est-ce qu'il y aurait une autre question parmi nos invités là sur le Zoom? Puisque dans le chat, alors, en tout cas, ce qui dit, vas-y, Rudy. Ce qui est important aussi à noter qu'il y a des situations qui peuvent être pour moi stressantes à ne pas pouvoir gérer, et d'autres dans la même situation vécues différemment. Je peux prendre l'exemple, par exemple, j'ai trois personnages, Paul, Gisèle et Maurice. Paul, Paul, il est journaliste. Il prépare donc toute la journée son journal, il va aux informations, il prépare son journal. Il arrive donc pour le présenter à 16 heures, d'accord? Et juste avant 16 heures, il puise encore des informations pour présenter son journal. Pendant son journal, il y a des informations qui tombent. Il aime ça. C'est pour lui, c'est grisant. Alors qu'il a travaillé pendant la moitié de la matinée sur son journal, pendant qu'il passe son journal, on lui fait passer donc des dépêches et il rajoute cela. Alors, c'est de nature, effectivement, à mettre une pression sur lui alors qu'il est sur le plateau à présenter son journal. De l'autre côté, on prend l'exemple de Gisèle qui, elle est mère de famille, elle a 2 enfants, elle est donc chef de groupe et chef d'équipe dans le travail. 2 enfants dont elle a la charge aussi avec son mari, même si le mari emmène le plus petit le matin à la crèche, le soir, elle récupère le petit et la grande. Elle doit gérer dans son équipe des gens qui sont particuliers, avec un esprit de compétition particulier, avec une menace permanente de fermeture, enfin des situations où elle doit effectivement faire beaucoup d'efforts, arriver à la maison, faire le repas pour les enfants, et une fois que tous les enfants sont couchés le soir, effectivement, faire passer un petit moment avec son mari elle-même. Donc là aussi, elle a effectivement un certain nombre de situations qu'elle doit faire face, seulement elle vit bien cette situation, elle arrive à gérer cela, et dès qu'elle a le temps de prendre un congé, elle vit pleinement ce temps de congé avec sa famille pour pouvoir avoir du temps de qualité avec sa famille. Mais n'empêche qu'au travail, elle vit quelque chose de particulier, mais ça ne l'empêche pas de vivre. De notre côté, Maurice, lui, Maurice, c'est un fonctionnaire, il est dans le public, une administration, il a un poste, il ne craint rien, il commence le matin à 8 heures, il finit à 17 heures, il a des tâches définies, il est tranquille. Seulement, il y a effectivement les syndicats qui font des remous un petit peu dans l'entreprise, il y a quelques cancans montés, descendent, comme on dit, et quelque part, il vit très mal
le fait d'aller au travail. Quand il y va le matin, il a mal au ventre. Tout le temps, il a une situation qui est stable, il ne craint rien, il n'a pas de pression particulière au travail, avoir un rendement particulier. Il va descendre à 10 heures acheter son sandwich parce qu'il y a la petite voiture qui amène le sandwich à 10 heures. Enfin, il a une situation particulière. Ouais, donc, 3 situations où chacun vit une situation qui pourrait être stressante et pourtant, chacun vit différemment son truc. Maurice, qui a l'air effectivement être dans cette situation où il a la garantie de l'emploi, il n'a pas un chef sur son dos, il n'a pas une pression horaire. Pourtant, lui, il vit difficilement ces petites pressions qu'il y a, enfin, ces petites dissensions qu'il y a dans l'équipe de son travail, qui fait que chez lui, il traduit cette dissension, cette pression qu'on lui met au point où sa femme se plaint de son attitude à la maison et même son mauvaise humeur. Des fois, même le chien en passe, comme ils disent. Donc, vous voyez que des situations qui sont différentes, d'accord, et chacun vit ça de façon différente. Tout à fait. Alors, une autre question, il y a plusieurs questions là qui déroulent sur le chat. Quelqu'un qui dit « Je n'ai plus rien envie de faire, j'ai peur de l'avenir. La situation économique me fait douter du lendemain. » On parlait justement tout à l'heure d'anticipation. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne qui est dans le doute par rapport à l'avenir, la peur, le doute par rapport à la situation économique, par rapport au lendemain, la peur de l'avenir? Alors, en fait, il y a une peur, mais pas une peur d'aujourd'hui, mais une peur du lendemain. C'est-à-dire que moi, je préconise de vivre bien la journée d'aujourd'hui. C'est vrai, demain, on ne sait pas comment elle est faite demain. Et souvent, on se fait du souci pour demain, et demain, tout se passe bien. La pression que l'on s'est mis par rapport à demain, qui n'est pas encore là, eh bien, on est des fois surpris de voir que les choses ne se passent pas toujours comme on l'a prévu. C'est comme les gens qui font des analyses. Ils vont au laboratoire, ils font des analyses, mais ils sont déjà malades avant d'avoir les résultats. Ils se passent 2-3 jours dans le stress, d'accord, parce qu'ils supposent que les résultats seront négatifs. En fait, on anticipe sur le côté négatif du lendemain et qui nous mine. Et je pense que c'est bien de prendre plaisir à la journée d'aujourd'hui. Le soleil est en train de se coucher, on a passé une bonne journée, nous voilà ce soir ici en train d'échanger. Merci Seigneur. Oui, anticiper positivement finalement. Positivement. Et anticiper négativement, anticiper positivement. Voilà, profiter du temps que je passe présentement et positiver pour demain, parce que ce qui me met en difficulté, c'est de penser que demain, bien, ça va être difficile. La situation sera compliquée, il y aura une crise, on n'aura pas les moyens, on deviendra plus pauvre, effectivement, on n'aura pas les moyens de faire face aux situations financièrement, c'est la dèche. On va anticiper négativement. Et ce sont ces idées négatives-là qui nous minent. Donc, on gagne de rester positif, donc développer la pensée positive pour pouvoir effectivement vivre bien. D'accord. Alors, on a 3 questions. Il y a 4 questions même. Je vais les poser, mais il y en a une qui parle de burn-out. Comme tu as dit dans ta présentation, effectivement, on a une collègue qui va parler de burn-out. Je lis la question, mais on va la laisser quand même pour la prochaine fois. Je me demande si je ne suis pas en burn-out depuis ma suspension dans mon travail suite au schéma vaccinal. Suite à quelqu'un qui a été suspendu pour non-vaccination. Donc, cette personne s'interroge par rapport à son état en lien avec le burn-out. Mais déjà, elle est hors du travail. Donc, elle est hors du travail. Voilà, donc ce n'est pas un stress par rapport au travail, mais par rapport à la pression que le fait de ne pas travailler, les certitudes, problèmes financiers, un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, qui va effectivement créer une forme d'angoisse. C'est vrai qu'il y a une forme d'incertitude. Alors, ensuite, bonsoir. Y a-t-il des médicaments qui soignent le stress? Alors, est-ce qu'il y a des médicaments? Alors, je suis psychologue.
Donc, est-ce qu'il y a Il y a qui est là. des médicaments? Enfin, en tant que psychologue, je crois qu'il y a peut-être une de mes collègues qui vous parlera un petit peu des habitudes de vie. Comment est-ce que nous allons gérer notre vie tous les jours, le repos, l'alimentation, la relaxation, en fait, tout un certain nombre de choses qui vont nous permettre de trouver un équilibre au niveau de notre organisme et pallier donc à ce stress qui nous bouffe. Alors peut-être que Guy… Je demande à Guy des médicaments. Alors, y a-t-il des médicaments? Alors, la réponse est une réponse que je fais personnellement. Si on entend par médicament un médicament qui soigne, qui va enlever le stress, il n'y a pas de médicament qui traite le stress et qui va l'enlever. Par contre, je prends toujours cette illustration. Quand on a eu un accident, qu'on a eu un problème, eh bien, on a eu un choc, on a eu une jambe cassée et entre-temps, après, on fait de la rééducation. On a été opéré, la fracture a été réduite, soit dans un plâtre ou chirurgicalement. Et après, il y a la rééducation. Et avec la rééducation, au début, en tout cas, on marche avec une béquille pour aider la rééducation parce que d'emblée, on ne peut pas marcher. Alors, je dirais, en prenant cette illustration, qu'il peut y avoir des médicaments qui vont servir de béquille pendant un certain temps. Mais considérer que le médicament va guérir complètement le problème de stress, non. Donc, je ne sais pas si les psychologues qui sont là vont être d'accord avec moi, mais moi, je dis non, il n'y a pas de médicaments qui traitent, mais il y a des petites béquilles temporaires parce que quand on fait la rééducation, le but, c'est de marcher sans béquille après, normalement. C'est pareil au niveau du stress, on peut avoir une béquille sous surveillance médicale et avec, mais il faut soi-même se prendre en charge et trouver la solution là où est le vrai problème. OK. Guy, reste là, puisqu'il y a une question qui pourrait t'intéresser en tant que gastro-entérologue. Est-ce qu'une douleur abdominale vient du stress? Oui, souvent, une douleur abdominale vient du stress. Pas tout le temps, mais souvent. Pourquoi? Parce que à l'occasion du stress, comme l'a dit Rudy, le stress va entraîner une réaction. Souvenez-vous de dimanche dernier. Je vous parlais de l'orthosympathique et du parasympathique. L'orthosympathique qui a tendance à accélérer, à serrer, et le parasympathique qui a tendance à détendre, à relâcher. Ou le parasympathique freine, l'orthosympathique accélère. Eh bien, il arrive que lorsqu'on est stressé, l'orthosympathique va entraîner une sténose, va contracter l'intestin, l'estomac. L'estomac, on a l'impression qu'il se tord. Ou les anses intestinales, nous disons communément les boyaux, se tordent, eh bien, sous l'effet du stress. Et souvent, dans mon expérience, beaucoup de douleurs abdominales sont dues au stress. Mais, justement, la difficulté, c'est que la douleur donne le stress, le stress, donne la douleur, mais si on n'a rien fait,
ça ne va pas se contenter simplement de donner une douleur. Ok. Il va y avoir après une hypersécrétion, une plaie, un dommage, un dysfonctionnement qui va s'aggraver. Donc, Organique. la douleur est un signal d'alarme auquel il faut répondre le plus rapidement possible. OK. Et donc, la réponse devrait être celle d'aller voir effectivement un spécialiste pour échanger sur cette raison qui génère la douleur avant qu'elle ne se transforme en mal physique. C'est ça. Alors, la difficulté, c'est que je dis souvent à mes patients, quand on a une douleur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous, qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce que les patients demandent aux médecins de faire? C'est La de douleur. donner un médicament pour calmer la douleur. C'est comme si on disait à notre ventre, toi, tais-toi, tu m'embêtes. Et si tu continues, je vais te donner un médicament pour te faire rester en place. Et ça ne marche pas toujours comme ça, parce que, eh bien, en faisant comme ça, on a en effet calmé la douleur, mais derrière la douleur, il y avait quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là qu'il faut vraiment soigner. Et c'est en cela que nos amis, les psychologues, nous aident beaucoup, parce que les patients, quelquefois, quand ils ont mal et qu'on a fait des radios, des échos, des examens et qu'on leur dise qu'il n'y a rien, ils disent, mais attendez, hé, docteur, j'ai mal, hein? Ce n'est pas dans ma tête. Hein? Je dis, oui, vous avez mal, mais pour le moment, il faut peut-être voir avec quelqu'un d'autre pour vous aider à comprendre votre douleur. La douleur peut être physique, la douleur peut être morale, la douleur peut être de différentes zones. Mais je crois Ouais, que… je suis enchéri à ce que tu dis, Oui, véritablement, Guy, parce que ça veut dire quelque part, je pense que c'est quand même un point important de notre échange là ce soir. Ça veut dire que les personnes doivent bien comprendre que si effectivement on ne s'occupe pas de cette douleur, elle va générer un problème physique, organique, et quelques mois après, quelques années après, on viendra te voir et te dire, mais vous n'avez pas vu que j'avais un problème. Alors qu'à ce moment-là, il n'y avait pas effectivement de problème physique, somatique. c'est ça. Il faut réagir à temps. C'est important de réagir à temps. De réagir à temps et ouais, voilà. Lorsqu'on nous dit non, on ne voit rien, ça veut comprendre qu'il faut voir d'autres professionnels, particulièrement le psychologue, sans qu'on fasse de Moi, j'ai pour une notre paroisse. question pour vous deux, les deux psychologues. En tant que gastro-entérologue, j'ai souvent en effet des gens qui ont mal au ventre. Et souvent, ces gens sont, on va dire, stressés. Mais en fait, la grande majorité de mes colopathes, de mes dysfonctionnels digestifs, sont des gens qui sont stressés parce qu'ils n'arrivent pas à gérer des désaccords. Wow. Des désaccords entre époux, des désaccords avec les enfants, des désaccords dans le travail, des désaccords qui deviennent après des conflits. Et j'essaye de leur montrer le lien entre la pathologie qu'ils viennent me présenter et en fait, je fais le lien avec l'origine de tout ça qui, pour moi, est dans les désaccords et les conflits qu'on n'a pas réglés. Est-ce que vous, psychologue, vous pouvez, dans la gestion du stress, dire comment faire pour éviter que les désaccords
deviennent source de conflit et source de stress? Oui. Pendant ce mois, on va en parler, je pense. Oh, oui, Pendant ce mois, on va en parler. on a plusieurs dimanches. Ah oui, on a plusieurs dimanches. Mais c'est vrai que, comme je disais, on touche un point important de la gestion du stress, mais surtout de la santé, parce que l'idée, c'est de parler du bien-être, en fait. Surtout de la santé, de notre santé, et on ne se rend pas compte combien c'est important de faire attention à ce qui se passe à l'intérieur, les relations, les gestions de ces relations, gestion de on a parlé de la colère la dernière fois, qui finalement vont occasionner effectivement de vrais maux. Alors, Woody rapidement, en fait, c'est tout le lien qu'il y a entre l'esprit et le corps. Comment les choses qui ne vont pas viennent effectivement s'inscrire dans le soma. Et vraiment, les gens finissent par avoir de vraies pathologies. Ils ont de vraies souffrances qu'ils expriment. Et c'est vraiment… mais on part effectivement des fois, c'est le psychosomatique, de quelque chose qui n'a pas été résolu, comme il a dit tout à l'heure, qui effectivement se traduit dans le corps. Tout à fait. Et c'est pour cela qu'on a quelques questions là qui vont dans ce sens-là. Peut-on être stressé sans le savoir, par exemple? Est-ce que le stress peut donner de la tension artérielle? Et est-ce que, d'accord? Et quelqu'un qui dit, dès que je stresse, je passe beaucoup de temps aux toilettes. Est-ce alarmant? Non, pas vraiment. C'est pas vraiment alarmant, Guy? Non, ce n'est pas vraiment alarmant, mais il faut s'assurer que c'est à cause du stress. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, face à des situations, eh bien, ils ont tout de suite mal au ventre et il faut aller aux toilettes tout de suite, quoi. Oui. Mais on se rend compte quand on regarde ce qui a précédé cet événement-là, c'est-à-dire aux toilettes, il y a toujours un événement et même il y a des gens, on peut même anticiper et dire on attend l'événement et paf, on ne s'arrête pas, effectivement. Dès qu'il y a une situation difficile, eh bien, il faut trouver les toilettes les plus proches. Mais ceci dit, ça peut, comme tu dis, Guy, ça peut cacher maintenant d'autres pathologies qui nécessitent l'investigation. C'est notre problème médical numéro 1. Combien de patients avons-nous parfois dit que c'était psychologique? Et puis, en fait, on a découvert par la suite des pathologies. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas un problème psychologique, mais nous devons toujours chercher des causes plus profondes à cette situation. En fait, pendant le mois, justement, nous allons parler de différentes techniques, effectivement, pour gérer ce stress. Quelqu'un posait la question, comment gérer une situation de deuil qui semble insurmontable pour ne pas sombrer dans la dépression. Et nous verrons avec nos différents intervenants. Par exemple, Nick, dimanche prochain, nous parlera de comment faire pour sortir de la déprime causée par un stress intense. Donc, la personne qui pose cette question sur le deuil aura des réponses dimanche prochain à sa question, parce que c'est Nick Soupémanien qui nous parlera de la gestion du stress, mais particulièrement dans des situations de déprime importantes, et va nous donner quelques outils pour rebondir et sortir de la déprime. Donc, l'idée, c'est véritablement parler de cette santé, de la santé du bien-être, parce qu'on néglige l'impact de ce stress-là et sans se rendre compte qu'effectivement, ça peut être quelque chose de nécessaire, mais lorsqu'un mal nous touche, il crée des maux physiques, il crée des maux psychiques et besoin de les comprendre, de les évacuer afin d'aller au mieux. Donc, voilà un peu ce qu'on pouvait nous dire. Je ne sais pas si vous dites un petit mot de conclusion, ou Guy. Juste avant, il y a Josette qui dit « Je n'ai pas de réponse à ma question », mais elle posait la question « Est-ce que le stress peut donner de l'attention ?» Oui, on vient de le dire que le stress peut donner de la tension artérielle. Donc, Josette, on a répondu à la question.
Alors, un petit mot de conclusion, Rudy, Alors, Guy. Deux mots. Ben, écoutez, il faut qu'on sache que le stress est une réponse de l'organisme, donc c'est quelque chose de naturel. Maintenant, comment est-ce que nous allons gérer une pression qui est prolongée, qui est répétitive? En fait, nous devons toujours rester vigilants face aux situations auxquelles nous devons faire face, de façon à anticiper sur notre réaction. Tout va dépendre donc de la réaction que nous allons donner. Donc, veillons aux réponses que nous allons formuler face aux événements. Merci, Rudy. Guy? Non, moi, ça va. Le stress, c'est nous, hein. Beaucoup de gens considèrent que le stress, ça vient de l'extérieur. Mais en fait, le stress, c'est notre manière de réagir. Donc, de réagir, de faire face à. C'est nous qui donnons au stress l'importance qu'il va avoir ou pas sur nous. OK. Donc, besoin de maîtrise de soi, de maîtrise de nos relations. Donc, on continuera à voir ça tout au long du mois avec nos chers psychologues. Merci de votre présence, chers amis. Merci de continuer à travailler à votre santé et nous vous disons bonne soirée et à dimanche prochain. À dimanche prochain. Bonne soirée. Au revoir.